Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui décidément ne se passe pas comme prévu. J'avais pour projet de vous préparer... alors c'est une longue histoire, mais en gros j'ai commencé à contacter la société de ressources, enfin de marketing qui bosse avec Free-Aliga. Et en fait ils m'ont dit, donc il y a des formulaires à remplir, des fois ils sont un peu longs à la détente. Et donc ils m'envoient un PDF de euh, Fire, Black Powder and the Brimstone, qui est une extension de Morgborg pour aller vite, pour faire du Warhammer, avec une touche de Dark Soul, avec une touche de Hellboy, Berserk assez prononcée. J'enregistre une première fois la vidéo et je l'envoie au type en disant bah c'est un PDF, est-ce que ça va? Parce que jusqu'ici tous les éditeurs me disent bon les PDF c'est cool, allez-y parce qu'on s'en fout en fait. Grosso modo on sait très bien que les gens ils vont pas, ils vont, si s'ils prennent le PDF, c'est soit ils vont le piquer, soit ils vont le voler, mais c'est pas le fait d'exposer le PDF en ligne. Si vous respectez le NDA, on s'en fiche. Et jusqu'ici, j'avais de bons échos avec Chaosium notamment, le mec du marketing de Chaosium. Je sais plus, je crois que c'est Brian Holland. Il est vraiment très très bon. C'est un mec qui est super. C'est lui qui gère. Bah, en ce moment, il y a la campagne du Kickstarter pour la boîte classique de Pendragon. Si jamais vous hésitez, franchement, foncez, ça vaut même pas 100, je crois que c'est 100 dollars. Donc c'est pas si cher que ça, et vous avez donc les très belles couvertures Pendragon avec les premiers starters, notamment le Chevalier Gris qui avait été écrit par Larry DiTillo. Et donc d'autres échos, enfin moi j'avais le Cthulhu mais je l'ai revendu, qui était vachement bien le Cthulhu classique. Enfin bref, et a priori ils sont en train de se démerder pour faire ElfQuest, parce qu'ils avaient aussi ElfQuest, hein, mais c'est compliqué, ils avaient plus les droits, et ils sont en train de se battre pour ressortir une édition classique de ElfQuest, donc avis aux fans de... j'ai un trou de mémoire de la dame qui a écrit ElfQuest, parce que c'est quand même une bande dessinée assez... très très marquée indépendante, qui était très indépendante, complètement différente dans son âge. Il y avait beaucoup de trucs qu'il n'y avait pas dans les autres comics de l'époque, comme la sexualité, enfin c'était euh, une BD assez forte. Et c'est Wendy, moi j'ai plus son nom de famille, bref. Donc les éditeurs me disent, il n'y a pas de souci, tu mets les PDF. Donc j'envoie le truc quand même au type de la boîte de marketing, et il me dit, bah en fait... les PDF, nous, on veut pas trop les mettre à l'écran. Tu peux mettre quelques pages si tu veux, mais mettre tout le PDF, ça revient à le mettre en ligne gratuitement. Ce à quoi j'ai pas osé lui dire qu'en général, les rôlistes sont très très forts pour trouver des jeux de rôle, des PDF gratuits sur internet. J'ai pas osé. Donc je prépare mon truc. Donc j'avais fait une vidéo première. Donc je refais la vidéo où c'était uniquement à l'oral comme ça, où je vous présentais ce livre, ce qui était moins intéressant parce qu'esthétiquement, la grande force du bouquin, c'est son esthétique. Et il se trouve que je prépare la vidéo, elle devait sortir demain. Et, et je reçois un email de leur expéditeur qui s'appelle GameQuest, donc c'est un peu comme Philibert. Et je vois qu'ils viennent de me l'envoyer. Et il m'a envoyé en plus avec la boîte de VSN, donc c'est de bonne initiation de VSN. Donc je vais pas me plaindre, je suis plutôt content, mais il faut que je change un peu mon fusil d'épaule et il y a 2 vidéos qui vont à la poubelle. Donc très prochainement, peut-être, Black Powder and Brimstone en vidéo avec le jeu et la boîte d'initiation de VSN, sachant que je l'avais acheté en Kickstarter, VSN City of My Nightmares et Mythic Carpathia, donc je les montrerai pas, même si officiellement ils sont à moi, je les montrerai pas avant fin octobre parce qu'il y a un NDA pour la boîte de VSN. Ils sortent tous en même temps pour Halloween en fait, mais en tout cas je peux vous dire que c'est de ce que j'en ai lu, j'ai beaucoup. City of My Nightmare, j'ai pas trop aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas trop aimé, c'était pas aussi bien que je m'y attendais. Par contre, le Mythic Carpathia, il est absolument démentiel. Pour jouer à Prague, pour jouer en Ukraine, pour jouer vraiment toute l'Europe de l'Est avec, euh, avec d'Empire, du vampire, toutes les créatures. Le golem de Prague, évidemment, il y a des scénarios, c'est vraiment très très cool. Enfin, vous verrez tout ça. Et donc, je change mon fusil d'épaule parce que alors c'est aussi un peu compliqué pour moi parce que j'ai appris il y a 2 heures dans le genre aussi que j'allais probablement me faire virer, ce qui est quand vous commencez un boulot, c'est pas très marrant et ça a été assez rude. Ouais, c'est pas très marrant, donc il faut se remettre en selle, surtout quand vous discutez avec les collègues pour vous apercevoir qu'en fait beaucoup des remarques qu'on vous fait sont pas de votre fait, mais en gros c'est parce que le management, disons, vous a pas la bonne. Enfin bref, c'est les joies du monde moderne, on va dire. Mais ça nous n'enlèvera jamais le jeu de rôle. Donc j'ai eu la chance mercredi quand même de faire jouer Caligati. Donc Caligati, c'est un scénario pour Delta Green qui fait partie de Blackside, qui est un recueil. Mon but, c'est de tous les faire jouer, donc je les fais jouer à distance. Il me restait Caligati et le dernier que je garde pour la fin, qui s'appelle
ex-oblivionné, qui pour moi était vraiment un final très intéressant, qui se lie en plus à l'historique de Delta Green, l'organisation. Donc Caligati, de quoi ça parle? C'est vous jouez des agents de Delta Green qui sont des pré-tirés essentiellement, parce que la mission se passe en Irak, non, pardon, en Afghanistan, peu avant, donc la date n'est pas donnée, mais on peut estimer que c'est en 2015 ou par là, c'est peu avant que les troupes américaines partent d'Afghanistan, donc la reformation d'un gouvernement afghan est un échec, l'armée, les forces libres, en fait, l'armée nationale afghan, on n'en parle même pas, et les talibans, ils attendent qu'une chose, bien planqués au Pakistan, c'est de revenir. Et donc, Delta Green, dans son immense intelligence, n'écoute pas les conseils d'un agent traitant qui lui dit surtout j'ai un type qui s'appelle Tim Ellis sous mon commandement, il faut surtout le sortir, il a perdu sa femme, divorce, il est alcoolique, il n'est pas opérationnel. Delta Green n'en a rien à foutre. On s'est aperçu que depuis environ un mois, si je ne dis pas de bêtises, il y a une zone près des montagnes à la frontière pakistanaise avec des problèmes électromagnétiques en fait. Il y a des interférences électromagnétiques qui arrivent tout le temps. Donc les radios, tout le matos américain n'arrête pas de déconner et personne ne peut expliquer pourquoi. Et Delta Green se dit si jamais ça se trouve la source est supernaturelle, donc il faut qu'on envoie un agent pour qu'il aille enquêter. Ils envoient ce gars, Tim Ellis, qui est déjà pas très bien, qui est vraiment pas bien du tout, dans une base qui est la FOB Turner, donc c'est Forward Operating Base, donc c'est les bases avancées je suppose, américaine avec une partie afghane. C'est une base qui était faite pour accueillir 1000 personnes. Il n'y a plus que, 30 ou 60 soldats américains qui n'ont qu'une seule envie, c'est de se barrer. Donc c'est vraiment la fin de la guerre. Donc il y a ce côté très, un peu à la Jared, Generation Kill. Il y a des... Moi, il y avait j'en ai plus le nom, mais je crois qu'il y avait un documentaire qui s'appelait Armadillo, qui était sorti il y a maintenant 10 ans, qui retraçait en fait les armées danoises, enfin les soldats danois qui avaient été utilisés par les Américains dans le cadre de l'OTAN, je pense, pour aller en Afghanistan. Et c'est vraiment pas mal, c'est un peu l'ennui présent, donc ils sont touchés. Et lui, Tim Ellis, il commence à devenir obsédé sur l'idée de trouver la source, et il s'aperçoit qu'il y a un siècle, il y a un général britannique qui a trouvé une espèce de vallée perdue qui s'appelle Caligati, donc la vallée noire, où il y a des types qui vénéraient un dieu, mais le dieu était plus ancien que les dieux indiens, que tous les musulmans, les musulmans qui vivent dans le coin, on dit surtout c'est des mecs tabous, on ne veut pas en entendre parler, et c'est une espèce de légende qui s'est perpétuée dans tous les villages environnants qui ne veulent surtout pas parler de Caligati, parce que c'est un lieu complètement maudit. Et les seules inscriptions qu'il arrive à trouver par rapport à ça, et qu'il laisse dans sa tente, avec du sang qu'il va nettoyer, c'est donc Caligati, le sang... Non, la mort appelle le dormeur. Non, la mort éveille le dormeur. Donc, c'est Death Awakens the Sleeper. C'est pas le dormeur s'est réveillé comme dans Dune, mais c'est pas loin. Et un beau soir, Tim Ellis disparaît. Il se barre de la base. Donc, pour le commandant de la base, c'est la merde, parce qu'il se dit que si jamais il y a un Américain qui disparaît, qui est enlevé par les talibans, de son plein gré, bah, c'est pas de sa faute à lui, mais il va sûrement s'en prendre plein la gueule, et sur cet état de service, ça va pas le faire. Tous les mecs qui sont en dessous, donc tous les soldats de la base se disent on va rien dire parce que ça va nous retomber sur la gueule. Donc c'est vraiment la grande muette dans sa plus belle interprétation. Et du coup, Delta Green dit fuck it, il faut qu'on le récupère. Donc ils amènent les agents sur place pour qu'ils retrouvent Tim Ellis. La mission est hyper simple. Éventuellement, donc, continuer à enquêter sur les interférences électromagnétiques, mais surtout retrouver Tim Ellis parce qu'il ne faut pas qu'il tombe dans les mains des talibans. Donc les pré-tirés qui vous sont donnés sont pas mal. Il y a un peu de tout, il y a une microbiologiste. Donc il y a des civils et des militaires. Il y a une microbiologiste, il y a 2 soldats, donc il y a un soldat spécialiste des communications, il y a un soldat qui est un vieux baroudeur vétéran, extrêmement aguerri, il y a un agent un peu Black Ops de la CIA, et il y a un agent du FBI aussi qui est dépêché là. Donc vos gars arrivent, vous enquêtez un petit peu dans la base, vous apercevez que personne ne vous parle, donc il faut faire parler un petit peu les gens, c'est compliqué. Le traducteur afghan, il flippe dès qu'on lui parle de Caligati. Et vous arrivez dans la tente de Tim Ellis, il y a, en gros, il était dans une espèce de... parce qu'il était complètement bourré. Il a tiré 19 balles de pistolet silencieux dans son laptop, donc son ordinateur portable, qu'il a foutu à la poubelle. Il a essayé de cramer toutes ses notes, ses documents, mais il a mal fait le boulot. Et il a mis du sang et des inscriptions cheloues qu'il a nettoyé à l'eau de Javel. Donc, c'est à vous d'enquêter. Là, c'est un système que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant. C'est qu'en gros, on vous demande de faire des jets pour avoir les informations. Donc, l'idée, c'est que vous faites votre jet d'informatique, ou de criminalistique, ou de, je sais pas quoi, de SIGINT, donc c'est Signal Intelligence, pour essayer de réparer l'ordinateur, récupérer le disque dur, comprendre les notes, déchiffrer le code qu'il utilisait dans son carnet. Et à chaque fois, en fait,
on vous dit, ok, c'est un jet facile, tu as le droit à une question. Donc vous posez une question sur qu'est-ce que Caligati, que faisait Élise, quel était son état mental, et à chaque fois, je vous donne la réponse. Et à chaque fois que vous voulez une information supplémentaire, il faut refaire le jet, mais il est un peu plus compliqué, et ça prend plus de temps. Et c'est un système qui est assez propre, en fait, que j'aime bien pour l'enquête, je trouve ça tout bête, plutôt sympa, comme ça les joueurs se disent, bon bah, on arrête là, on a assez d'infos, on va piocher encore, mais la contrepartie, évidemment, c'est que ça prend plus de temps. Donc voilà l'idée, vous avez en gros le plan, ça vous permet d'identifier potentiellement où se situe Caligati, sachant que évidemment le truc un peu sournois, c'est que si vous demandez à utiliser des drones pour partir en repérage ou du satellite, bah, vous avez une chance sur deux que ça pète, en tout cas pour les drones. Ce qu'ont fait mes joueurs, ce qui était assez finaux, c'est que j'ai un joueur qui a dit moi j'utilise un satellite, quoi, je vais utiliser parce que techniquement vous êtes aussi uniquement censé utiliser les canaux légaux de l'armée, mais bon, vu que c'est Delta Green, techniquement, vous pouvez vous démerder pour avoir accès à un satellite. Et c'est vrai que ça, le scénario n'en parlait pas. Donc moi, j'ai dit, bon, bah, effectivement, tu as une photo satellite de 6 mois où tu vois, il n'y a pas de village, et maintenant, 6 mois plus tard, il y a un village. Donc, déjà, tu perds la santé mentale parce que tu te dis, c'est quand même bizarre, parce que l'idée du village de Caligati, c'est qu'il est plus ou moins hors du temps, des fois il apparaît, des fois il disparaît. Et ça, c'est un truc qui est assez important à la fin de l'histoire. Donc ils ont plus ou moins l'idée d'où est Caligati, ils disent bon on est parti, allez hop, c'est boum boum badaboum. Et ils partent en fait, dans la grande tradition militaire, le capitaine ne veut pas les laisser partir tout seul. Donc il dit bah vous partez avec deux, je sais plus comment ils s'appellent ça, c'est des espèces de véhicules blindés anti-minage, qui s'appellent les Cougars, le surnom c'est ça. Donc il y en a un où il y a des PJ, dont un potentiellement à la tourelle s'il veut, avec 2 pilotes qui sont des PNJ, et un autre avec 6 soldats. Et là, il y a une embuscade, c'est-à-dire qu'il y a des Afghans qui sont présents, qui eux justement font partie du village, pas très loin, et leur mission, c'est pas des talibans en fait, ils sont juste là pour dégommer quiconque s'intéresse à Caligati. Et l'idée, c'est qu'en fait, ils vont casser les véhicules pour ensuite que les gens rentrent, les Américains disent ok, tant pis, on arrête et on rentre chez nous. Donc ils sont pas là forcément pour vous tuer, mais ce qui se passe, c'est qu'au début, il y a un missile, il y a une sorte de bombe improvisée qui explose, une mine. Les véhicules sont faits pour résister aux mines, mais ils se retournent quand même. Ce qui fait que moi j'avais un joueur qui s'est mis à la toile, et si tu rates ton jet d'esquive, bah tu fais pas steak quoi. Il y a une létalité de 30%, donc tu as 30% de chance d'exploser. Heureusement, il a fait au-dessus de 30%. Je lui ai dit bon bah c'est ton casque qui prend, mais il a quand même pris quasiment 10 points de vie. Il sort difficilement parce que le camion se retourne, mais il commence à pisser évidemment l'essence, le moteur est en train de péter, donc il sort difficilement. C'est là où en gros les prêts tirés en fait ont été très très utiles, hein, parce que vous avez notamment un ancien commandant de l'armée, un ancien major, donc tout de suite il peut donner les ordres à droite à gauche, tout le monde est vraiment pas mal sur... les stéréotypes sont... Enfin pardon, les prêts tirés sont vraiment bien, parce qu'ils ont tous un rôle à jouer, c'est vraiment... Et personne n'a eu rien à faire. Donc ils sortent. Là, je trouvais ça un peu compliqué, mais dans le scénario, on vous donne ce qui se passe tour par tour, les actions des méchants, et en gros c'est dans un ravin, donc il y en a 2 qui sont au-dessus et un qui est en face. Il y a un tir de suppression avec une espèce de grosse sulfateuse, et à un moment ils sortent les roquettes. Donc mes joueurs, n'écoutant que leur courage, sont allés vers le premier camion, pour rapatrier les autres types en disant bah, on sait où sont les positions des gars, reculez parce qu'ils vont vous tirer dessus avec quelque chose de lourd, et ils avaient raison. Ils ont tiré à la roquette. J'ai un joueur qui a fait un échec critique, donc il a pris méga cher, mais ils sont pas morts, mais ils étaient vraiment pas bien. Heureusement, tous les prêts-tirés possèdent des armures avec 6 points d'armure, donc au moins ça permet un peu de pas mourir immédiatement. Donc les joueurs ont rampé comme ils ont pu. Hélas, le joueur qui a fait l'échec critique, il a eu une blessure permanente. Ils ont réussi à sauver leur gars, et en fait, au final, il n'y a qu'un seul mec qui est vraiment mort des 12 personnages, c'est le militaire qui était sur la tourelle du premier camion. Donc, et là, en fait, concrètement, les attaques s'arrêtent, parce que les Afghans se disent, bon, bah, au final, ils vont pas continuer à pied, ils sont pas cons à ce point-là, et ils sont cassés. Et juste avant ça, j'ai le général qui a dit, bah, moi j'appelle un airstrike, enfin le colonel, le major, pardon, dit, j'appelle un airstrike. Je dis ok, mais tu sais que tu as 3 jets à faire, parce qu'en gros, c'est avec les interférences électromagnétiques. Déjà, quand il appelle à la radio, il avait une chance sur 2 qu'il a réussi. Et après, il faut faire un jet de persuasion pour dire donnez-moi un airstrike, puis un jet de navigation pour dire exactement où il faut tirer. En gros, il en a réussi 2, il y en a un qui l'a un peu loupé. Et donc, ils ont blasté tout le ravin. Alors, j'ai jamais dit si les Afghans avaient réussi à se barrer ou pas, mais en tout cas, s'il y en a qui ont survécu, ils se sont dit bah, avec les éboulements, ils continueront jamais. Mais c'était mal connaître les joueurs de Delta Green, qui ont réussi à convaincre aussi les autres soldats de dire bon bah tant pis, il nous reste... Parce que quand l'embuscade arrive, il reste 10 km, quoi, donc il reste 1-2 heures, ils disent allez on y va.
Et vu que tout le monde était blessé, ils ont dit non, on va faire un gros break et repartir de nuit. Ceci est important. Donc ils ont commencé à marcher de nuit jusqu'à Caligati, et c'est là où, en fait, ce qui est rigolo, c'est que donc c'est un village complètement vieillot, avec une statue qu'ils ont volée il y a quelques siècles d'un dieu du soleil, et il y a une montagne. Et au cœur de la montagne, c'est là où il y a le cœur du scénario. Et en fait, dans le scénario, on vous dit concrètement que les villageois sont complètement fous, parce que, bah, évidemment, vous l'avez deviné, c'est des cultistes qui servent un dieu qui est dans la montagne, mais c'est des mecs normaux. Donc moi, je suis parti du principe que la nuit, mes joueurs arrivant depuis le flanc de la montagne, étant assez discrets, ils ont des lunettes de vision nuit, il n'y a personne, tout le monde dort. Donc ils descendent en bas, ils regardent le village, ils commencent à flipper en se disant, de toute façon, c'est des psychopathes, ou c'est des morts... Ils se disent c'est des morts vivants, en fait, il y a toute une espèce d'idée comme ça, parce que l'idée, c'est que puisque Caligati disparaît selon les époques, qu'on n'arrive jamais à la situer, pour eux, c'est des morts vivants qui sont coincés dans le temps et l'espace, j'en sais rien. Et donc ils se disent, j'ai juste mis un tout petit indice pour dire que Hélice était passé. En gros, ils ont trouvé les lunettes de soleil de Hélice près de l'hôtel. Ils ont dit, fuck it, on va dans la montagne. Et dans la montagne, donc vous commencez à rentrer dans une faille qui n'a rien de normal. Donc la géologue, enfin la géologue biologiste commence à péter un plomb parce qu'il dit, mais non, c'est pas possible. On est arrivé avant le métaux, enfin les premières aires de la Terre. Et vous rentrez dans des couloirs des espèces d'escaliers qui sont de plus en plus sointant pour aller dans une immense salle avec une énorme dalle qui fait la taille d'une ferme, sur laquelle il y a une grosse masse de chair. Donc heureusement, la majorité des joueurs ne peuvent pas voir ça parce qu'il faut faire un jet de vigilance. Ils sont tous concentrés sur le mec qui est nu dans le noir en train de chanter. En fait, c'est Timélis qui se relève et qui commence à dire, parce qu'il l'appelle évidemment, ils disent, le sang appelle le dormeur, et il fonce sur les joueurs. Il a un couteau dans la main, il est à poil. Il y a deux joueurs qui ont vu l'espèce d'immense dieu, dormeur, créature immonde sur la stèle, dont un qui est tombé tétanisé, parce qu'il a raté son jet de SAN. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu le droit ensuite à trois rounds où les gens sont battus, personne n'arrivait à toucher une bille parce que c'était dans le noir, personne n'arrivait à toucher Hélice a plaqué quelqu'un au sol, lui a fait un coup de couteau, mais vu qu'ils ont tous des gilets pare-balles, ça n'a rien fait. C'était assez rock'n'roll, surtout au bout de 4 heures de jeu. Et au final, ils ont quand même réussi à choper Hélice, ils l'ont plaqué au sol, parce qu'ils ont compris très rapidement, en fait, par l'espèce de mantra, donc le sang, la mort réveille le dormeur, que s'il y a des gens qui mouraient, c'était pas bon signe. Donc ils ont réussi à le choper, ils l'ont menotté, ils l'ont ramené avec lui, et vous êtes censé... c'est là où, à mon avis, alors c'est peut-être moi qui ai merdé, je veux dire, c'est possible aussi, mais c'est qu'il y a un gros cafouillage. C'est-à-dire que moi je dis à mes joueurs, ok, vous ressortez, vous êtes dans le noir, ils disent, ouais, on est dans le noir, mais on a des maglights, et de toute façon, on connaît à peu près le chemin. Et dans le scénario, ce qui se passe, c'est que théoriquement, vous arrivez dans le village, vous allez rencontrer les villageois, donc potentiellement 2 jours, vous discutez avec eux, ils sont complètement tarés, mais ils vous proposent de les accompagner, donc en haut de la montagne. Mes joueurs, ils ont dit fuck it, on y va de nuit, donc ils en ont chié, ils ont été crevés, ils perdaient tout leur jet d'endurance, c'était compliqué. Mais par contre, les villageois, eux, même si vous leur dites non, on veut pas de coulis avec nous, ils vous suivent, ils vous pissent, machin, pour essayer de vous faire un guet-apens. Parce que l'idée, c'est qu'après, dans la caverne, vous vous retrouvez face à Hélice qui est complètement fou, mais aussi les cultistes. Ce qui veut dire que forcément, il y a quelqu'un qui va mourir, et s'il y a quelqu'un qui meurt, au bout de 2 fois, le dormeur se réveille pour 1 heure, et là, c'est l'enfer. On s'aperçoit que l'intérieur de la montagne, c'est pas une montagne, mais en gros, c'est son estomac qui est retourné. Donc, les murs peuvent vous dévorer, et quand vous sortez de là, il y a une espèce de gros monstre. Les gens qui deviennent fous entendent, comme mon joueur, en fait, ils entendent la fréquence du dieu... du dieu prêtre, et c'est ça qui provoque en fait les interférences, c'est que ça fait 1 mois qu'il est en train de sortir de son sommeil plus ou moins, et c'est ça qui provoque des interférences électromagnétiques. Donc mes joueurs sortent de la montagne assez difficilement, et là ils voient qu'il y a des torches, parce que les mecs en contrebas de la montagne commencent à monter, donc vu qu'ils sont quand même 12 et qu'il y a pas mal de militaires, ils préparent leur embuscade, le machin, ils ont pas été cons, ils ont pris des pains de C4 pour faire péter l'entrée de la grotte, ça ne marche pas. C'est un peu foireux. Il se casse, et là en fait, à nouveau, le général appelle un airstrike, il réussit 2 jets sur 3, et là c'est méchant, là c'est vraiment des enfoirés, parce que, en gros, ils vous disent, il y a 3, si vous réussissez les 3 jets, vous arrivez à défoncer, vous faites un airstrike sur la vallée, mais le village n'est plus là. Donc c'est pour ça que je vous disais, en fait, le village, il se téléporte, il change de temps selon les rêves du dormeur. Mais si vous en réussissez 2 sur 3,
Vous bombardez un autre village. C'est-à-dire qu'il y a un village random, pas très loin, qui se fait bombarder, et tant pis pour sa gueule, quoi. Alors qu'en fait, techniquement, vous avez atteint votre cible. Mais c'est probablement une distorsion. Et ça fait que vous perdez de la SAN, et vous perdez de la SAN, c'est une catastrophe, parce que vous avez tué des gens qu'il fallait pas, quoi. Et donc le scénario s'est fait. Et donc après, bon, au niveau du retour, ça allait, parce qu'ils ont quand même. Ils ont couru comme des malades. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même fait des journées de porc, parce qu'ils sont partis à 7h le matin, ils sont arrivés à 1h du mat à Caligati, et après ils sont en train de courir avec leur pactage, avec Tim Ellis sur le dos et machin. Mais c'est vrai qu'après, vu qu'ils sont 12, qu'ils ont réussi à sauver la majorité des soldats, ben pour moi, ça allait sous le sens. Sachant qu'ils n'ont pas été cons non plus. Les soldats, ils les ont laissés à l'extérieur pour pas qu'ils soient influencés par le dieu ou qu'ils voient des trucs complètement flippants. Et comme ça, ils ont pu s'en sortir. Mais quand ils sont arrivés à la FOB Turner, bah là, ils ont compris, quand ils sont arrivés au village, parce qu'il y a un village afghan avant, ils ont compris qu'en fait, les Américains avaient fait un airstrike sur un village, et que c'était eux, en fait, qui avaient fait ça. Donc, donc c'est un scénario assez bizarre. Je pense que je suis en tort, c'est-à-dire que j'ai pas peut-être saisi l'essence du scénario, peut-être que je l'ai pas assez joué, il faut la jouer plus comme Apocalypse Now avec une descente aux enfers, parce que c'est un scénario qui est assez succinct en fait. Il y a 4 scènes. En gros, il y a la base, le village éventuellement si vous y allez, la, la, l'embuscade, et puis après le final à Caligati dans le village où il n'y a pas grand chose en fait. C'est juste pour être sûr que vous allez, entre parenthèses, aggro, donc rendre hostile les fous qui vont après vous tuer, et la caverne évidemment où il y a Elise. Mais en gros, par leur intelligence et leur astuce, les joueurs, ils n'ont pas été bêtes, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour réussir la mission. Et je me voyais pas, même si, normalement, c'est ce qu'il faut faire, et moi, je me voyais pas en tant que MJ leur dire « Ah, mais non, en fait, les cultistes, ils sont quand même réveillés, et puis ils vous surprennent dans la caverne. » Pour moi, ça n'aurait eu aucun sens, c'était dégueulasse, parce que justement, les cultistes, on vous les décrit bien comme des mecs normaux. Bon, ils sont complètement fous, mais c'est des mecs normaux. Et c'est pareil, si toute la logique autour du scénario et du final, c'est de dire en fait, à partir du moment où il y a une personne qui meurt, la bestiole commence à bouger, et quand il y a 2 personnes qui meurent, elle se réveille complètement, et que personne ne meurt, ouais, ça, le final change. Alors peut-être que, je sais pas, j'espère pas que les joueurs se sont sentis floués par rapport à ça, mais moi, je pense qu'à un moment, il faut... Et pourtant, j'ai tendance des fois à retirer le player agency, donc le fait que les joueurs influencent le scénario, parce que dans ma tête, des fois, j'ai des super idées, on se dit ouais, ça va être comme ça et tout. Mais là, je me suis dit, surtout pour Delta Green, parce qu'autant des jeux, enfin je dis n'importe quoi, Donjon ou Sylvaroom, des fois j'ai une espèce de grande idée dans la tête parce que c'est le souffle épique, autant je me dis Delta Green, si les joueurs sont plus intelligents que le MJ, tant mieux pour les joueurs, quoi. Et puis si les dés sont avec eux, que ça roule. Donc c'était mon expérience avec Caligati, qui est pas aussi positive pour moi que je le voudrais. C'est mieux par rapport au contexte, c'est-à-dire que moi, Caligati, j'y allais en disant moi, les trucs militaires, c'est vraiment pas ma cam. C'est vraiment, vraiment pas mon truc. Tout ce qui est tactical et compagnie, Call of Duty, c'est pas mon délire. Mais je dois avouer qu'effectivement, c'est un contexte qui est très original, qui permet d'avoir une histoire assez différente. Et j'ai une joueuse qui m'a dit, moi j'ai vraiment cru que quand on se prenait des coups de bazooka, c'était fini, on est tous crevés, quoi. Et c'est vrai, quand ils ont vu quand il y en a 2 qui se sont pris une roquette et qui ont perdu 15 points de vie, avant de me comptabiliser l'armure, ils ont dit putain merde, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est vraiment... Donc ça, c'était assez cool. Puis bon, il y a tout l'aspect gadget, parce qu'ils ont des grenades fumigènes, ils ont des gros flingues. Donc c'est une autre ambiance que Delta Green, où généralement, quand on est sur le territoire américain, on a un petit pistolet-flingue, et généralement le combat n'est pas la solution. Alors que là, c'est vrai que pour le combat, ils sont plutôt bien équipés. Mais je suis sûr que avec une autre table, avec un autre MJ, on peut avoir, c'est facile à dire, mais l'expérience sera complètement différente que ce que moi j'ai eu. Mais je tenais quand même à le faire juste par la beauté du geste, pour le défi. Et puis je pense que vu que tout le monde n'a pas passé un mauvais moment, c'est l'essentiel, toujours. Peut-être là où j'ai un peu sucré, c'est que je savais que j'avais une soirée, que j'avais 4 heures, et quand j'ai vu qu'ils arrivaient au bout de 3h30 à Caligati, j'ai réfléchi dans ma tête, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que quand ils me disent on va dans la montagne, il reste une demi-heure, je fais tant pis, on fait le final, parce que ce serait trop bête d'arrêter là, quoi. Autant le seul scénario que j'ai vraiment découpé, c'était, parce que j'avais pas tous mes joueurs en plus, c'était Hourglass, donc le truc avec les cultistes, les cultistes qui se font passer pour une église dans un bourg, parce que il y a toute la partie enquête, et après il y a comment est-ce qu'on va attaquer, comment est-ce qu'on va prendre, comment on va neutraliser le culte. Là, je pense que ça se prête vraiment bien. Dans Caligati, vu que techniquement c'est l'armée qui avance,
je trouve qu'il faut vraiment tout faire à la suite, parce que la question c'est toujours est-ce qu'on s'arrête là, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'arrête là, est-ce qu'on continue, et jusqu'où est-ce qu'on va. Jusqu'à vraisemblablement l'airstrike, puisque c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est dans le bouquin, donc comme quoi des fois la puissance de feu supérieure est la solution, ou pas. Je rappellerai toujours que si vous lancez une bombe atomique sur Cthulhu, il se décompose, il se recompose, il est radioactif, et en plus il est en colère. Donc à méditer là-dessus. En attendant, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, puis à bientôt. Allez, salut.